Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. En fin d'émission, tout à l'heure, on retrouvera Sébastien Tuller qui nous parlera de LGBT+, Amnesty International. On en saura tout en dehors de nos frontières. Bonsoir à Eric Bruyant. C'est avec un plaisir très fort de te revoir. Il y avait tellement longtemps dans nos studios, après plusieurs interventions par téléphone. On te voit en vrai, c'est fou. Eh oui, bonjour Brahim, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver en studio avec vous toutes et vous tous. C'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, on va parler gay d'art. Ouais. Et puis, je vais vous présenter un artiste noir américain homosexuel qui a été notamment le portraitiste de Barack Obama. Ouais. On en saura plus tout à l'heure. Valérie Beau, pour J'écris ton nom, est avec nous. Salut Valérie, comment ça va ? Eh bien, très très bien, très heureuse d'être avec vous ce soir. Et moi, je vous amène en voyage. Je vais écrire le nom de 2 femmes aventurières amoureuses qui sont parties dans les années 30 en Mauritanie. Tout à l'heure, presque en fin d'émission. Et en régie, pour la réalisation, Nathan et Amy avec nous. Bonsoir à tous les deux, comment ça va ? Bonsoir Brahim, comment vas-tu ? Ça va, merci. On est ravis de vous avoir en face de nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est avec Annabelle Guiraud, dans Santé pour Yael. Ouais. Et on a une invitée. Oui, ce soir nous recevons Séverine Mathieu, auteure du livre Faire famille aujourd'hui, et nous discuterons PMA, bioéthique et religion. Et tout de suite, l'interview ? J'allais dire qu'on a une invitée de classe. Et il faut vraiment tendre l'oreille parce que c'est pas souvent qu'on a une personne. Mais j'ai des hôtes de classe. Ouais. Annabelle. Bonjour Séverine. Bonjour Annabelle. Alors vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études, PHE-PSL, membre du laboratoire CNRS Groupe Société Religion, GSRL, sociologue des religions, de l'éthique, de la parenté et de la famille. Au travers de vos recherches, vous mettez en évidence des interrelations, des croisements entre ces différents thèmes. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, vous vous intéressez aux enjeux éthiques des biotechnologies de la reproduction et analysez les interactions entre religion et biotechnologie et les conséquences sociologiques qui en découlent. Vous êtes auteur de nombreuses publications sur le sujet. Aujourd'hui, on vous reçoit au Homo Micro pour discuter ensemble de votre dernier ouvrage, Faire famille aujourd'hui, PMA, bioéthique et religion, publié en 2020 aux éditions du Cavalier Bleu. Allons-y pour l'interview. Alors, durant l'été 2019, les trottoirs de Paris étaient parsemés de slogans anti-PMA. Très vite, ils ont été rapidement masqués avec délicatesse de cœurs violets, roses ou blancs. C'est aussi l'illustration de la couverture du livre de Séverine. Et oui, on commence comme cela. Une touche de sensibilité sur un sujet qui fait débat. Bioéthique, PMA, religion. Première question Séverine. Pourquoi ce livre ? Hormis être sociologue sur le sujet, êtes-vous défenseur de l'évolution des droits LGBT, des droits des femmes ou plus largement des droits de la famille ? Je ne m'étais jamais envisagée comme défenseur des droits LGBT, mais maintenant que vous me posez la question, oui, pourquoi pas. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ce livre comme chercheur, comme sociologue. Bien évidemment, on ne s'engage pas par hasard dans ce genre de sujet. Et ce que j'avais envie de défendre ici, c'était l'idée que les familles, notamment homoparentales, sont des familles comme les autres. Donc, certainement, c'est une forme d'engagement et une forme de défense des droits LGBT. Voilà, c'est vrai que dans mon histoire, c'est des choses qui me sont proches. J'ai été aussi volontaire à Aide pendant des années, donc une proximité en tous les cas avec la communauté LGBT au début des années 90, qui fait que sans doute je suis sensibilisée à ces questions. Mais encore une fois, c'était surtout aussi un travail de chercheur, engagé certes, mais de recherche. Très bien. Alors maintenant, on va parler du contexte du livre. Vous avez écrit votre dernier ouvrage à partir notamment d'une enquête ethnographique menée à l'occasion des États généraux de la bioéthique de 2018. En quelques mots, pouvez-vous préciser à nos auditrices et auditeurs en quoi consiste une enquête ethnographique dans ce cadre précis d'états généraux de bioéthique ?
Alors, cette révision des lois de bioéthique, elle est un petit peu particulière. Elle fait suite aux précédentes de 2004 et 2011. Et pour cette révision-là, le Conseil consultatif national d'éthique a souhaité organiser des états généraux où on discutait de ces questions de bioéthique. Donc, quand j'ai eu connaissance de l'organisation de ces états généraux, je me suis dit, tiens, je vais aller enquêter sur ces états généraux. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà une première chose, c'est qu'en tant que sociologue de la famille, intéressée par ces questions de bioéthique, j'ai moi-même été invitée à intervenir dans certains des débats. Donc, il y a eu plus de 150 débats qui ont été organisés. Donc, moi, j'ai participé à 5 ou 6 débats en tant qu'expert, dit-on, amené à me prononcer et à présenter mes travaux. J'ai travaillé, par exemple, sur le désir d'enfant. J'ai travaillé aussi sur les questions de PMA, religion et bioéthique, donc comme expert. Donc ça, c'est une première forme d'intervention, mais qui m'a permis effectivement de faire ce qu'on appelle une enquête ethnographique, c'est-à-dire qu'une fois que j'étais sur place, d'abord je regardais et j'écoutais attentivement les autres invités, je regardais aussi les personnes qui assistaient au débat. Et donc enquête ethnographique, puisque j'ai pris soin à chaque fois. Donc outre ces choses où moi j'intervenais comme invitée et comme experte, j'ai assisté à plusieurs débats comme ça, qui figuraient. Donc je me suis promenée aussi en France, à Nantes, en Bretagne à Lannion, où étais-je encore à Lille, dans plusieurs endroits, à Dijon. Et j'observais ce qu'ils s'y faisaient, ce qu'ils s'y disaient, en essayant de repérer s'il y avait des caractéristiques aux personnes qui s'y retrouvaient, si ces personnes, par exemple, se retrouvaient à la fin des débats ou pas, comment elles prenaient la parole, sur quel thème elles intervenaient, s'il y avait des choses qui revenaient. Enfin voilà, c'est ça, mener une enquête ethnographique. En fait, c'est mettre sa curiosité au profit de son travail. Eh bien, on va s'intéresser maintenant au cœur même du livre. En France, la famille, c'est sacré, notamment via l'influence des religions et plus particulièrement de la norme catholique. Néanmoins, depuis 1999, la législation permet de reconnaître différentes configurations de la norme familiale. Et ce, grâce au patch, le mariage pour tous et les avancées en cours sur le sujet de la PMA. Séverine, est-ce cela faire famille en 2021 en France ? Alors, faire famille en 2021 en France, c'est plusieurs choses, en fait. C'est quiconque décide de s'associer avec telle ou telle personne, de faire des enfants, ou de ne pas faire d'enfants aussi. On peut faire une famille sans avoir d'enfants. Donc, ce faire famille, il est aujourd'hui multiple. Il faut quand même, c'est important, je trouve, de relever que quand on fait des grandes enquêtes, il y a une grande enquête sociologique sur les valeurs européennes, et en fait, la première valeur des personnes, c'est la famille. Voilà. Et cette famille, il est clair qu'elle ne correspond plus à ce modèle longtemps en vigueur, présenté d'ailleurs comme une famille traditionnelle, et qui ne l'est pas. Cette famille traditionnelle brandie par le magistère catholique, elle n'est traditionnelle que depuis quelques siècles. C'est-à-dire un père, une mère, des enfants issus de ce sang, du sang de ses deux parents, de façon biologique. Voilà, cette famille traditionnelle n'est pas si traditionnelle que ça. Et effectivement, ce dont on s'aperçoit également, c'est que ce modèle traditionnel, porté notamment par les catholiques, eh bien, il est en déshérence, c'est-à-dire qu'il ne parle plus, il ne fait plus figure précisément de modèle, parce que les valeurs catholiques ne sont plus partagées par l'ensemble de la population, et que, du même coup, d'autres familles sont apparues, les familles divorcées, les familles monoparentales, les familles homoparentales, et à mon sens, il y a de la place pour toutes ces familles. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est à une reconfiguration des normes familiales, et avec un pluralisme précisément de ces normes familiales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une norme familiale, ce qui évidemment n'est pas sans décevoir les plus conservateurs d'entre nous, mais une multiplicité et de façons de faire famille aujourd'hui. Et au centre de laquelle il faut faire figurer cette question du désir d'enfant, notamment. C'est autour de cet enfant désiré que va s'organiser cette famille. D'accord. Annabelle. Alors, durant ces états généraux de bioéthique, vous avez observé, vous l'avez dit, il y avait beaucoup de réactions, et ça va être la prochaine question. Comme on le sait, ce projet de la loi bioéthique fait réagir aussi bien la société que les personnes qui participent à son élaboration. Et dans votre livre, vous écrivez longuement sur l'influence des émotions, des sentiments et du parcours de vie sur les prises de position individuelles, notamment des députés.
pouvez nous en dire davantage ? Oui, j'ai oublié de mentionner à propos de ces observations ethnographiques le fait que j'ai pu obtenir le droit d'assister aux débats parlementaires. Alors on peut les suivre sur son ordinateur, mais je pense qu'être sur place, c'était extrêmement intéressant. Donc j'ai pas pu assister à tout, bien évidemment, vous imaginez, mais je crois à 5 ou 6 journées de ces débats. Et ce qui était frappant, c'est précisément la mobilisation de la question des émotions pour défendre telle ou telle position. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, un député LREM, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui raconte comment il a fait un don de sperme pour permettre à son frère d'avancer sur la liste d'attente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Tel autre député de droite, Marc Le Fur, expliquait pourquoi il est contre la PMA post-mortem, en évoquant publiquement l'amour qu'il a porté à une femme qui est décédée, et que s'il avait conservé ses gamètes pour faire, les ovocytes dans tous les cas de cette femme pour faire, et du coup, dans un processus, je pense, un peu compliqué, mais bref, toujours est-il qu'il dit qu'il faut apprendre à faire le deuil. Donc voilà. Et c'est aussi Caroline Fiat, par exemple, la députée insoumise, qui raconte son expérience de mère célibataire. Une autre députée LR qui dit moi je n'ai pas d'enfant, c'est douloureux, mais en même temps, est-ce qu'il faut faire un enfant sans père ? Enfin voilà. Et je crois que sur toutes ces questions qui touchent à l'intime, effectivement, il y a eu beaucoup de place dans les débats à cette question de l'émotion, qui traversait et qui transcendait les clivages politiques dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que c'était pas complètement, il n'y avait pas d'uniformité des positions, mais en tous les cas une mobilisation partagée. Bien sûr pour faire avancer plutôt telle ou telle conviction, mais c'était extrêmement frappant. Avant de laisser la parole à Annabelle, tous les politiques dans ce domaine sont sensibilisés avec ce que tu viens de décrire? Oui, il m'a semblé qu'ils étaient assez sensibilisés, alors après de façon différente, c'est-à-dire qu'il y a des opposants très farouches, et on les voit, et ça d'ailleurs c'est partie des aspects moins agréables des enquêtes ethnographiques, c'est que vous êtes amené aussi à côtoyer et à échanger avec des gens dont vous ne partagez pas les opinions, mais il faut bien le faire pour essayer de comprendre justement, mon souci c'est de comprendre comment se construit leur discours. Donc oui, ils sont sensibilisés, mais dans l'optique de défendre telle ou telle position. Il y a une empathie. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas eu de consigne de vote sur cette question. C'est-à-dire que d'habitude, un groupe politique dit on vote contre, on vote pour. Et là, comme ça touchait à l'intime, ils ont décidé de ne pas donner de consigne de vote. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Effectivement. Annabelle ? On a parlé des personnes qui écrivent cette loi. Maintenant, on va parler des acteurs, des techniciens de la PMA. Nous avons vu l'expression « faire famille ». Il y a également la formule du sociologue Ulrich Beck « l'enfant fait famille ». Autrement dit, avec la PMA, les concepts de filiation et parentalité doivent être repensés. Or, aujourd'hui, et vous en parlez très bien dans votre livre, il y a encore des soignants, défenseurs de la famille traditionnelle qui motivent leur refus de l'accès à la PMA selon le prétexte suivant « il est quand même mieux pour un enfant qu'il y ait un papa et une maman ». Pensez-vous que certains médecins refuseront d'appliquer la future loi de bioéthique sur le droit à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules ? Bonne question. Eh bien, je pense que oui, malheureusement. Je pense que oui. Alors, je ne sais plus. En plus, je ne suis pas juriste, mais c'est une sorte de clause de conscience, si elle est prévue ou pas, comme il y en avait une aussi pour les questions d'avortement. Et en tous les cas, il est évident que certains médecins ne pratiqueront pas de PMA pour des couples de femmes, ni peut-être aussi d'ailleurs pour des femmes seules. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré aussi des médecins qui vous disent, moi, pas de problème pour les femmes en couple, parce qu'elles sont deux, parce que il y a du support, du soutien matériel. En revanche, les femmes célibataires, je suis plus réservée, parce qu'être seule pour élever un enfant, c'est compliqué. Après, il y aura aussi des moyens détournés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des choses frontales, c'est-à-dire qu'on dira, non, j'ai pas de place, j'ai pas, voilà. Après, il faut savoir aussi que de l'autre côté, ça se saura aussi. Et donc, les femmes qui auront envie d'avoir un enfant soit seules, soit avec leur conjointe, quand il s'agit de couples lesbiens, elles n'iront pas voir tel ou tel médecin. Donc, je pense qu'il y aura une forme
c'est pas un marché, mais il y aura, on saura où il faut aller, comme aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si par exemple vous avez besoin, si vous cherchez, parce que donc on a ce cadre très fixe qui fixe uniquement pour les hétérosexuels en simple don. Et par exemple, vous savez qu'il faut aller voir tel médecin qui va vous orienter par exemple vers une clinique espagnole ou grecque, ou voilà. Donc je pense qu'il y a un carnet d'adresses qui va se constituer. La même forme d'information va se faire et que ça circulera. Donc on aura des médecins réfractaires, évidemment, et on aura aussi de l'autre côté des personnes qui, fortes de leur désir d'enfant, voudront se renseigner et sauront à quelle porte frapper. Annabelle, dernière question. Oui. On a commencé à regarder les perspectives, on va continuer d'une manière au niveau de la loi. Depuis la parution du livre au printemps 2020, l'Assemblée nationale a adopté ce 8 juin dernier l'article 1er du projet de loi bioéthique qui prévoit d'ouvrir aux couples lesbiens et aux femmes seules le droit d'obtenir une procréation médicalement assistée. Selon vous, quelles sont les prochaines avancées de cette loi de bioéthique en cours de consolidation? Alors, moi, les 2 dernières années m'ont rendue très prudente. Moi, j'attends qu'elle soit votée, la loi. Voilà. Et ce jour-là, je serai ravie, à peu près autant que lorsque le mariage pour tous a été voté. Mais j'attends ce jour-là. Et ça sera déjà une avancée considérable, qui est une promesse ancienne qui n'a pas été tenue. Hein. Ça, il faut le rappeler. Et le jour où cette promesse aura été tenue, on aura au moins une bonne surprise de ce quinquennat. Merci Séverine. Merci. Alors tout de même, Eric, je te voyais très passionné avec tous les arguments de Séverine et tu as plein de choses à dire, je suis sûr. Oui, il y a plein de choses à dire, mais je vais me limiter. Déjà, merci, parce que je trouve que votre ouvrage a l'air passionnant et puis ce que vous en dites, ça donne envie vraiment de vous écouter davantage. J'avais juste une question. Est-ce vous avez écrit, donc intitulé votre ouvrage « Faire famille » au singulier aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné de vos recherches, vous n'avez pas envisagé de le mettre au pluriel, ce mot « famille » ? Non, parce que j'ai pris la famille au sens générique, en fait. Donc c'est faire famille, donc voilà. Mais bien évidemment, dans ce faire famille, ce que je disais tout à l'heure, il y a un pluralisme de famille. Et c'est bien ça l'essentiel, je pense, à retenir. Valérie. C'est passionnant de regarder la société évoluer. Je suis agréablement étonnée de la non-consigne de vote, par exemple, dans l'hémicycle. Et finalement, c'est un débat à la fois passionnant, mais aussi qui a l'air plus posé, peut-être. Est-ce qu'il y a eu des éclats de voix ou est-ce que c'est quand même, mais plus posé ? Je ne dirais pas que c'était posé. Il y a eu des éclats de voix, mais en même temps, une écoute de part et d'autre, avec des positions. Alors, je vous rassure, les clivages, ils sont là. Si vous étiez, en plus, c'était intéressant physiquement parce que je voyais la droite de l'échiquier de l'Assemblée avec, Le Fur, Genevard, ils étaient tous là. Thierry Breton, un père, une mère, il faut absolument tout cela. Donc, oui, il y a eu des éclats de voix, mais malgré tout, je trouve, dans une relative écoute à laquelle je ne m'attendais pas. Donc de la virulence, mais de l'écoute de part et d'autre, et chacun restant sur ses positions. C'est ça aussi qu'il faut... Et la même chose dans les débats, c'est-à-dire que dans les débats, en fait, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Il y avait ceux d'un côté qui vous expliquaient il faut un papa et une maman, point barre, et les autres, ils vous disaient non, une famille, c'est autre chose. Voilà. Merci Séverine Mathieu pour ce livre. Quels sont tes projets ? Dis-nous tout sur toi. Parce qu'on a envie, quand on vient d'entendre ce que tu viens de développer là, on a envie de te connaître et de vivre plein de choses avec toi. Donc, il y a ce livre, Faire famille aujourd'hui, PMA, bioéthique et religion. Mais tes projets, c'est au-delà, il y a plein de choses. Dis-nous tout sur toi. Oui, alors j'avais un premier projet, mais qui n'a pas pu voir le jour à cause du confinement, où je devais aller dans un service de génétique pour essayer d'interroger les personnes sur les représentations qui se font de l'embryon et qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs embryons issus de fécondation in vitro. Ouais. Mais en fait, je n'ai pas pu le faire. Et donc, en ce moment, je suis en train de faire une enquête qui m'a été commandée par une association de familles protestantes évangéliques, donc qui ont lu mon livre, parce que je leur ai dit, moi, je veux bien, mais il faut d'abord que vous lisiez mon livre. Et sur ces questions, je leur demande ce que c'est qu'une famille pour eux. Voilà. Et j'ai des choses
donc j'ai fait une 30aine d'entretiens là, et je vais essayer d'élaborer en fait comment ces personnes se représentent la famille avec des choses très figées et un rapport à l'homosexualité dont je vous fais grâce, mais je viendrai vous en parler. Parce que, voilà. J'espère très vite tu viendras nous en parler, et grâce à Annabelle Guiraud qui a eu l'occasion de t'inviter. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Merci vraiment. beaucoup. Et on t'accueille quand tu veux. Et on t'accueille Je reviendrai avec la prochaine. quand tu veux. Merci à toi, Séverine Mathieu. On passe à la musique. Nathan, qu'est-ce qu'on peut écouter de bien avec toi et Amy ? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un morceau très particulier, puisqu'on parlait justement de la création de famille et faire famille. On va même passer un morceau culte des Sister Sledge, qui s'appelle We Are Family. On écoute. Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit avec Valérie Beau pour J'écris ton nom. Elle a plein de choses à nous dire et nous parler d'aventurière. Alors, on va voyager dans le temps et dans l'espace, puisque dans les temps, on va dans les années 30 et dans l'espace, on va partir dans le Sahara. Alors, ce sont deux femmes, Odette de Puygodot et Marion Sénonce. Odette écrit, Marion peint, elles s'aiment et partent ensemble pour traverser le désert de Mauritanie. Mais avant, toutes les deux sont des provinciales venues dans la capitale réaliser leurs ambitions professionnelles et sentimentales. Odette, née en 1894, en 1920, elle quitte à 26 ans ses parents pour venir vivre à Paris.
Grâce au cours de dessin de son père, qui était peintre, elle collabore avec les laboratoires du Muséum d'histoire naturelle du Collège de France, pour lesquels elle réalise des dessins, des coupes d'espèces animales. Marion, née en 1886, elle s'installe à Paris en 1917 et pour assurer son indépendance financière, elle se lance dans le journalisme. Elle intégrera le journal Ève où elle devient secrétaire de rédaction. Et c'est là que le hasard fait rencontrer Odette en 1932. En 1933, Marion a 47 ans et Odette 39 ans. Les deux femmes s'activent à Paris pour organiser leur premier grand départ vers l'Afrique. Le prix des compagnies maritimes et d'Air France étant trop élevé, les voyageuses choisissent de s'embarquer à bord d'un langoustier breton, la Belle Hirondelle. Dès le départ, ce voyage prétend se situer en dehors des vulgaires barbotages de luxe sur une mer bourgeoise qu'exècre Odette. Voici des mots de voyage. Autour de nous, le grand voyage simple, rêve d'or, imprécis, préparé dans la pureté essentielle de ces lignes, les futures nostalgies. Nous marchons, côte à côte, Marion et moi, silencieuses, car nous savons que les mêmes sentiments oppressent nos cœurs. Nous ne sommes plus que deux étrangères s'avançant avec des inconnus sur une route incertaine. Ne vous inquiétez pas, pour nous, tout va bien. Nous vivons comme des nomades, cherchant les pâturages pour nos chameaux, des campements pour nous. On vit au jour le jour, au gré des hasards et des circonstances. Odette confie à son éditeur « J'aimais cette vie sauvage où l'on se sent ni homme ni femme, mais un être humain qui se tient debout sur ses jambes. » Elles font 2 voyages. En 1934, puis repartent de 36 à 38 en chameau et à pied. Elles feront 10 000 km d'itinéraire saharien. Les découvertes sont nombreuses, des sites préhistoriques visités, des collections d'objets, des fossiles, herbiers, insectes ont été remis au Musée de l'Homme, ainsi que 2000 photographies, des itinéraires et une abondante documentation sur les coutumes, arts, travaux, légendes, superstitions, fables des nomades sahariens. La guerre interrompt leurs projets. Elles reprennent la route vers 1950, devenues spécialistes de la Mauritanie. Elles multiplient les publications et conférences, jusqu'à la mort de Marion en 1977. Odette finira sa vie au Maroc et meurt en 1991. Alors je vous propose, pour terminer, ces quelques mots encore de voyage. À travers les sables qui croulaient sous les pieds des chameaux, nous entrions sans bruit au royaume du vide et du silence. On s'enfonçait peu à peu dans l'épaisseur du silence. Un silence qui n'était pas un arrêt ou une attente ou un passage, mais un ordre essentiel, définitif, la somme de multiples silences établis en larges cercles concentriques, d'horizon en horizon, sur un immense vide. Après ce silence et ce vide, on pressentait d'autres vides et d'autres silences. C'était comme si cela ne devait jamais finir. C'était une toute nouvelle forme d'existence qui commençait dans une nouvelle forme d'univers. Des réactions et un tour de table. Comment tu as découvert Odette et Marion ? Eh bien, voilà. D'abord, j'en profite. Je vais dédier cette chronique à ma maman, qui m'avait offert, il y a de nombreuses années, un livre, Les femmes aventurières à la conquête du monde, de 1850 en 1950. Et dernièrement, j'ai ramené ce livre à Paris pour l'avoir près de moi. Je l'ai feuilleté et j'ai découvert l'existence de ces 2 femmes et qui ne sont pas invisibilisées sur leur homosexualité, parce que souvent dans les livres, on va dire tout public, c'est bien 2 copines, 2 amies. Mais là, pas du tout. Elles se présentent en couple, sans exhiber non plus leur vie. On est dans les années 20, on commence à avoir une certaine liberté. Elles sont à Paris, elles sont autonomes. Et lorsqu'elles partent en voyage, elles vivent déjà ensemble depuis 1 an. Eric ? Moi, je te remercie parce que je trouve qu'on voit là encore que tu nous dépeins 2 aventurières super romanesques, apparemment brillantes, et qu'on connaissait pas du tout, ou très peu. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve ça franchement dommage que des femmes si remarquables soient passées sous silence. Et donc, c'est bien de leur remettre la lumière sur elles, et puis de montrer que voilà, ces femmes peuvent aussi être des modèles
pour des femmes plus jeunes aujourd'hui qui parfois se disent il n'y a pas eu d'histoire tellement derrière moi puisque les femmes on les voit pas, alors que si, il y en a eu plein en fait, il faut les regarder, il faut les rechercher et qu'elles guident nos pas. Donc c'est bravo et merci beaucoup. Et il fallait un certain toupet comme ça de s'embarquer sur une... Alors lorsque je fais les chroniques, bien évidemment, je sélectionne, c'est un parti pris de partage. Il existe deux biographies faites par une femme qui a rencontré justement Odette, donc il a interrogé, et c'est chez Payot. Et voilà, je vous invite à en savoir plus. Merci Valérie. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on enchaîne avec Eric Brulin. Alors Eric, aujourd'hui dans ta chronique Guédard, tu vas nous parler d'un peintre noir américain gay. Exactement, Brahim, on va parler de Kehinde Wiley, qui est effectivement un peintre américain noir et gay, et vous allez comprendre que chaque mot compte. C'est un peintre contemporain, il a 44 ans aujourd'hui, il est né en 77, et c'est un peintre très talentueux, qui a déjà été exposé dans de nombreux grands musées, comme actuellement la National Gallery à Londres. Il a aussi été exposé au musée d'Orsay, dans le cadre de l'exposition Masculin-Masculin, il y a quelques années. Et puis, ses œuvres ont fait le tour du monde dans plein de galeries, aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, en Europe, à Singapour, en Israël, en Corée, et puis aussi à Paris, évidemment, où il est représenté par la Galerie Templon. Alors, c'est un peintre américain. Il est né à Los Angeles, il a grandi en Californie. Son père était nigérian et sa mère était afro-américaine. Donc c'est un peintre noir et il a une volonté, c'est celle de replacer l'homme noir au cœur de l'histoire de l'art. Et justement, Kehinde Wiley va revisiter des grandes œuvres qu'on connaît, qu'on voit dans les grands musées, dont les protagonistes noirs sont toujours absents. Et lui, il va les replacer dans ses œuvres pour faire un écho, pour redonner une vraie place à toute une communauté qui aujourd'hui a été invisibilisée dans l'art. Et puis on verra aussi que cette volonté, elle est quasiment politique, et c'est d'ailleurs pour ça que Barack Obama l'a choisi pour réaliser son portrait officiel de président des États-Unis, ce qui est une première. Pensez, je crois que c'est le 45e ou le 44e président des États-Unis, Barack Obama. Jamais aucun peintre noir n'avait représenté un président des États-Unis. Et là, qui plus est, Kehinde Wiley est noir et gay, et on verra aussi ce point dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'il peint exactement? On a envie de savoir tout et tout et tout et tout. Alors à la radio, c'est pas facile, c'est un petit travail d'imagination, mais je vais essayer de vous emmener dans une promenade imaginaire dans son œuvre. Alors pensez que vous êtes dans une galerie d'art. Le soleil entre par les baies très larges de la galerie et vient rebondir sur des couleurs très vives, très variées, qui constellent de très belles et très grandes toiles. Tout d'abord, vous visualisez un grand format, sur lequel vous voyez un jeune afro-américain. On dirait que c'est un rappeur à cause de ses vêtements. Il est étendu, moelleusement, sur un drap blanc. Derrière lui, il y a un papier peint bleu qui est très très chargé avec plein de bouquets de fleurs blanches. C'est un décor super envahissant qui s'étend jusque sur son épaule, sur les draps. La toile, elle vous fait un peu penser à une toile que vous avez vue qui est de Manet, qui s'appelle l'Olympia, dans laquelle on voit une jeune femme à la peau blanche, très très blanche. Et c'est comme si cette femme, elle aurait été soudain remplacée par ce jeune homme noir à l'allure un peu rêveuse. Alors vous marchez encore un peu, puis un peu plus loin, et ben vous voyez ce portrait de Barack Obama. C'est le président américain, il est assis sur une chaise, il a un costume très strict, il est sérieux, ses bras sont croisés sur ses genoux, mais il est sur un décor qui, là aussi, est hyper dense, plein de feuilles de vigne très vertes. On voit au travers des fleurs qui surgissent, des fleurs très colorées. Tout ça, ça envahit la toile, ça monte jusque sur ses chaussures. Et puis, enfin, vous vous dirigez vers la sortie de la galerie, et là, votre regard est un peu troublé par cette jeune femme tahitienne qui est allongée sur ce qui semble être une grosse toile de velours bleu à motifs très chargé. C'est un décor d'arabesque qui est autour d'elle, qui, là aussi, envahit une partie de la toile. Et puis, vous lisez le petit cartel là où on donne des informations sur la toile et votre intuition est bien confirmée. Third gender. C'est bien une inspiration de Gauguin qui met en scène une femme trans. Alors, toutes ces couleurs vous ont étourdi, elles vous ont rappelé d'autres œuvres, et vous vous dites, mais c'est marrant, ce peintre, on a l'impression qu'il peint un peu à la manière d'autres personnes. Il fait des mises en scène. Et puis, il y a un aspect photographique qui est fascinant. Par certains aspects, vous pensez à Pierre et Gilles, les peintres et photographes français, parce qu'il y a une dimension un peu kitsch, mais vous sentez qu'il y a un propos beaucoup plus politique que chez le duo français.
Alors, tu parles de dimension politique. Tu peux nous en dire un peu plus, Eric ? Alors, on peut effectivement employer ce terme politique parce que Kehinde Wiley vraiment veut remettre au centre de la toile toutes celles et tous ceux que l'art a généralement oubliés ou relégués au second plan. Alors, on va retrouver les personnes de couleur, les personnes marginalisées, comme les trans par exemple. Si on repense à l'Olympia, le tableau de Manet, et on y voyait une femme nue au premier plan, qui éludait complètement la servante noire qui était derrière elle et qui portait un bouquet de fleurs. Là, c'est tout l'inverse. Le jeune rappeur, lui, il est le modèle. Il n'a pas besoin d'artifice, il n'a pas besoin de faire valoir, c'est simplement lui, le sujet du tableau. Peindre Barack Obama, c'était aussi peindre le pouvoir politique. Celui d'un homme de couleur qui a été à la tête de l'État le plus puissant du monde pendant 8 ans. Alors, il a peint d'autres hommes célèbres, comme Big Daddy Kane, Ice-T, Michael Jackson. Et à chaque fois, sans vouloir créer une forme de Black Pride, il a toujours voulu mettre en valeur les minorités qui ont été invisibilisées, tout en mettant une sorte de dimension un peu pop, un peu foisonnante dans son travail. Quand il peint un transgenre, c'est aussi un hommage. Les femmes tahitiennes, elles étaient peintes par Gauguin et elles avaient choqué à l'époque par leur nudité et puis par ce côté un peu masculin qu'elles pouvaient avoir. Là, lui, Kehinde Wiley, choisit de mettre au centre, en valeur, une femme trans. Elle est belle, elle est élégante, il la peint comme il aurait peint exactement un modèle cisgenre. Aucune différence. Son souhait est simplement de montrer. Il veut redonner sa place, il veut redonner ses lettres de noblesse à une personne qui est issue d'une minorité. Alors, on le voit, dans une Amérique dont on sait encore qu'elle a des problèmes avec ses minorités, bien qu'elle sera bientôt une majorité de minorités, parce qu'il ne va plus y avoir de majorité réelle aux États-Unis, eh bien, ce peintre, Kehinde Wiley, il est vraiment l'artisan d'un art inclusif, véritablement militant, qui cherche pourtant pas à choquer, pas à provoquer, mais qui normalise tout simplement et qui redonne sa place. Alors, tu nous as parlé de la dimension trans. Est-ce que l'artiste en lui-même gay a peint des œuvres mettant en scène des gays et des lesbiennes? Alors, il faut nous en dire un peu plus parce que on va regarder ça. On a envie de savoir, on a envie d'apprendre. On a envie de l'apprendre. Eh bien, en fait, Kehinde Wiley, il a eu parfois quelques aventures hétérosexuelles, mais il l'a dit, ça n'a pas très bien marché, mes aventures hétérosexuelles, parce que je crois que, voilà, clairement, je suis gay. Et pourtant, dans les biographies qui sont sorties sur lui après qu'il a peint le portrait de Barack Obama, on parlait d'un peintre noir, mais sa sexualité, hop, disparue. On n'en parlait plus. Et ça a créé pas mal d'émoi, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qui ont dit « Mais il est gay aussi, il faut le dire !» Et en fait, c'était une double forme d'invisibilisation. On voulait, d'un côté, dire « Cette sexualité n'existe pas », et puis aussi de dire que être gay et black, aux États-Unis, ça n'existait pas non plus. Donc il y avait différentes communautés qui avaient vraiment du mal à reconnaître le fait qu'il était un homme de couleur, qu'il était homosexuel et que ça ne posait aucun problème. Et pourtant, on a vu pas mal de médias américains, et notamment les médias les plus conservateurs, comme la chaîne Fox News, qui a été reprise en France par Valeurs Actuelles, le célèbre Valeurs Actuelles, pour se plaindre de ce choix de Barack Obama de choisir un peintre à la fois noir et homosexuel qui donnait de lui une image quand même inhabituelle pour un président des États-Unis. Nous, on peut plutôt se réjouir, finalement, que ce Kehinde Wiley, bien qu'il ne se présente pas comme un porte-étendard, ait fait de sa peinture un moyen politique de provoquer, de déstabiliser et de remettre en visibilité toutes celles et tous ceux qui sont généralement mis à l'écart. Eric, et maintenant, où on peut voir ce travail de ce grand artiste ? Eh bien, il n'est pas encore, à ma connaissance, dans les collections des musées en France. Donc, si vous voulez voir, il faut guetter les expositions. Il y en a eu quelques-unes. Il y avait eu, je vous l'ai dit, Masculin à Orsay. Il y en a eu une à Nice, au Centre d'Art Malmaison, il n'y a pas très longtemps. Et puis, la Galerie Templon l'expose régulièrement à Paris. Pour le reste, il faut aller voir un peu sur Internet. Il faut aller voir dans les bonnes librairies, parce que rien ne remplace les beaux bouquins d'art qu'on feuillette. Et puis, si vous êtes fan d'Instagram, j'ai posté quelques photos de ces tableaux ce matin, donc n'hésitez pas à regarder. Si vous voulez le rechercher, son nom c'est Kehinde Wiley, ça s'écrit K-E-H-I-N-D-E et Wiley, W-I-L-E-Y. Eric, pourquoi ce choix au micro ce soir avec nous ? Je trouve qu'il a toute sa place et puis c'est un homme remarquable. C'est un peintre extraordinaire.
déjà à la base. Enfin, pour l'histoire de l'art, c'est ce qui compte avant tout. Puis après, il a une façon d'aborder la société qui est hyper intéressante, de remettre au centre ceux qui n'y sont pas, ceux qu'on oublie et qui sont là pourtant. Annabelle, une réaction? Cet artiste doit avoir un sacré talent pour être à son âge, avoir été exposé au musée d'Orsay. Là, tu as dit qu'il était en 77, donc il a 44 ans, mais c'était quoi? Il avait 40 ans tout juste au musée d'Orsay. C'est incroyable, ça, pour un contemporain. Et il y avait plusieurs toiles dans ma mémoire. Merci. Valérie? Très très fort, et je te dis bravo parce que je t'ai écouté très attentivement et ta description des tableaux a créé des images mentales, comme certainement nos auditeurs, auditrices. Alors maintenant, je me suis fait un monde, j'ai envie de découvrir 100 mondes. Et c'est très important de voir encore la force justement de la peinture, des tableaux, la force politique. Et c'est même très encourageant. Voilà, j'ai envie de courir voir son travail. Merci pour ce morceau et pour ce retour aussi, Eric. Vraiment, quand je t'écoutais, t'entendais, je me dis, mais c'est un bonheur de t'avoir avec nous dans les studios. C'est un bonheur d'être avec vous, surtout, c'est vrai. Super. Et là, en régie, on va demander à Nathan et à Amy de commenter un peu ton entretien et aussi de lancer la pause musicale qui a un rapport avec ce que tu viens de développer. Déjà, j'ai juste envie de dire merci pour ta chronique. C'est très bien d'avoir surtout des peintres, on va dire, de ce calibre. On en a peu, on sait dans l'histoire de la peinture, des personnes, justement des peintres de couleur noire ou alors autres, qui ont marqué, on va dire, une génération et même qui ont peint, par exemple, des grands présidents, comme c'est le cas aux États-Unis avec Barack Obama. On sait que le changement actuel est toujours là et que du coup, on pousse de plus en plus pour faire en sorte qu'à l'avenir, on ait aussi un peintre qui représente la diversité aux États-Unis et même dans le monde, pour promouvoir, on va dire, la lutte contre le racisme et même, du coup, contre les inégalités sociales. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien. Le fait aussi, du coup, qu'il soit gay, ça m'a fait penser au film qui est sorti il y a probablement, je crois, 1 an de ça, Moonlight, qui a été récompensé. Bon, on sait la controverse qu'il y a eu par rapport à ce film, notamment sur le fait que il y avait eu, à ce moment-là, il y avait eu, il me semble, La La Land. Donc c'était un petit peu confus à ce moment-là, mais on retiendra aussi que c'était un super film et que surtout, c'était très compliqué. Et au niveau de l'histoire, actuellement aussi, quand on est noir, américain, et qu'on est aussi gay, les deux ensemble, ça mène encore plus de conflits et encore plus de problèmes à, un, créer son identité, et deux, on va dire, à tout simplement se démarquer de toute la gente, que ce soit du coup masculine ou féminine, et c'est ça qui est très compliqué. Du coup, maintenant, au niveau de la musique, je me disais, on va reprendre aussi cette chronique, et on va partir sur un morceau qui a été récompensé il y a 2 ans de ça, aux Brit Awards. Donc c'est un... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Brit Awards, c'est littéralement le show qui récompense la musique, c'est Victoire de la musique en Angleterre et au Royaume-Uni. Et c'est pour ça que du coup, j'ai choisi ce morceau, parce que cette personne-là a littéralement ouvert pas mal de choses au niveau de sa parole, et aussi au niveau de ses textes. Dans ce morceau qu'il parle, je vais vous présenter du coup Dave qui raconte ce morceau qui est incroyable, qui s'appelle Black. Look, black is beautiful, black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. It's working twice as hard as the people you know you're better than, cause you need to do double what they do so you can level them. Black is so much deeper than just African American. Our heritage been severed, you never got to experiment with family trees. Cause they teach you about famine and greed and show you pictures of our fam on their knees. Tell us we used to be barbaric, we had actual queens. Black is watching child soldiers getting killed by other children, feeling sick like, oh shit, this could have happened to me. Your mummy watching, telling stories about your dad and your niece. The blacker the berry, the sweeter the juice. The kid dies, the blacker the killer, the sweeter the news. And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused. If he's black, he's probably armed, you see him and shoot. Look, black
Black is growing up around the barbershop. Mummy saying stay away from trouble, you're in yard a lot. Studying for ages, appreciating the chance you got. Cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop. Black is stepping in for your mother because your father's gone. And standing by your children when you haven't proven karma wrong. Black is doing all of the above, then going corner shopping. Trying to help a lady cross the road to have her walking off. Black is growing up around your family and making it. Then being forced to leave the place you love because there's hate in it. People say you fake the shit, never stayed to change the shit. But black is being jealous, you'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race cause they're erasing it. Black has got a sour fucking flavour, here's a taste of it. But black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. Look, black ain't just a single fucking colour, man, there's shades to it. Her hair's straight and thick, but mine's got waves in it. Black is not divisive, they've been lying and I hate this shit. Black has never been a competition, we all make this shit. Black is deadly. Black is when you're freezing in your home and you can't get sleep, but never feeling empty cause you got 20 cousins in your country living stress-free, walking for their water daughter wrapped inside a bed sheet. Black is distant, it's representing countries that never even existed while your grandmother was living. Black is my Ghanaian brother reading into scriptures, doing research on his lineage, finding out that he's Egyptian. Black is people naming your countries and what they trade most. Coast of Ivory, Gold Coast and the Grain Coast, but most importantly to show how deep all of this pain goes. West Africa, Benin, they called it Slave Coast. Black is so confusing cause the culture they're in love with it. They take our features when they want and have their fun with it. Never seem to help with all the things we know would come with it. Loud in our laughter, silent in our suffering. Black is being strong inside the face of defeat. Poverty made me a beast, I battled the law in the streets. Well, you will struggle, but your struggle ain't a struggle like me. Well, how could it be when your people gave us the odds that we beat? I mean, fucking hell, what about our brothers that are stuck in jail that could've bust the bell? They held a burden, gotta live with it. Black is being guilty until proven that you're innocent. Black is saying free my fucking niggas stuck inside in prison cells. They think it's funny, we ain't got nothing to say to them. Unconditional love is strange to them, it's amazing. And black is like the sweetest fucking flavour, here's a taste of it. But black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. Le cercle des chroniqueurs. Et nous sommes en ligne avec Sébastien Tuller, LGBT+, Amnesty International. Alors Sébastien, tu vas nous parler maintenant des dernières mesures. On en a parlé un peu lors des dernières émissions à mon micro et on aimerait avoir un éclairage avec toi. LGBTI-phobe, oui, bonjour. En Hongrie, il y a plein de choses à dire dans ce domaine. Salut Sébastien. Oui, parce qu'en fait, ce qui est dramatique, c'est que l'actualité, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, continue de sombrer dans des lois et des mesures de plus en plus dures qui ciblent de plus en plus durement les personnes LGBTI. Et la dernière actualité en date, c'était des amendements qui ont été déposés par le parti au pouvoir en Hongrie dans une loi qui est censée protéger contre les violences faites aux enfants. Et donc dans cette loi qui à la base vise à protéger les enfants contre la violence, en ligne ou dans l'espace public, a été ajouté des amendements qui font un gamme encore détestable entre l'homosexualité ou entre les personnes LGBTI+, de manière générale, et la pédocriminalité. Et c'est ce stéréotype qui est largement diffusé dans toute l'Europe, et c'est la même rhétorique homophobe et transphobe qu'on retrouve en Pologne. Et en fait, ces amendements s'inspirent véritablement de la loi russe qui interdit la promotion de l'homosexualité dans l'espace, auprès des mineurs. Sauf que les mineurs peuvent se trouver dans l'espace public, peuvent se trouver sur Internet, et donc on se retrouve avec une loi qui vient véritablement interdire tout discours positif sur l'homosexualité ou la transidentité, que ce soit à l'école, dans des interventions scolaires, dans les médias, dans les publicités. Et donc, véritablement, c'est des mesures qui ne devraient même pas avoir leur place dans l'Union européenne, qui ne correspondent à aucune valeur et à aucun texte international. Et donc, ces amendements ont été votés par le parti au pouvoir. Et donc, on voit que tous les jours, la stigmatisation et les discriminations qui ciblent les personnes LGBTI grandit en Hongrie, et c'est véritablement inquiétant. Alors, Sébastien, quelles sont vraiment les précédentes lois transphobes en Hongrie aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, on voit que cette attaque
à l'encontre de les personnes LGBTI, elle n'est pas anodine, elle s'inscrit dans la durée. On a déjà vu que le parti au pouvoir s'était déjà attaqué aux personnes trans et les personnes intersexes pour interdire le changement d'état civil. Dès mai 2020, au début de l'état d'urgence sanitaire, au moment des pleins pouvoirs qui ont été donnés par de Viktor Orban, une des premières lois qu'ils ont prises était d'interdire le changement d'état civil aux personnes trans et intersexes. C'est dire qu'il y avait un sexe biologique qui était assigné à la naissance et qu'il ne pourrait plus changer à l'avenir. Et comme cette loi a été anticonstitutionnelle, parce que la constitution hongroise interdit les discriminations, sur tout type de discrimination, ils ont proposé un autre projet de loi qui vise à modifier la constitution pour, encore une fois, inscrire le mariage entre un homme et une femme seulement. Ils ont même précisé que la femme était forcément la mère et que l'homme était forcément le père, et constitutionnaliser ces attaques à l'encontre des personnes LGBTI. Et donc on voit bien que ça s'inscrit dans la durée, et tant qu'on n'a pas une réponse ferme de l'Europe, on risque la situation risque de s'envenimer, et donc c'est véritablement inquiétant. Alors justement, à propos de l'Europe, nous, depuis la France, on s'est dit, mais quelle est la réaction de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Jusqu'à maintenant, il y a des dénonciations ou des condamnations morales, on va dire politiques. Il y a eu des prises de parole de commissaires européens, il y a eu des prises de parole des ministres français, il y a eu des ministres d'autres pays, États membres de l'Union européenne. Mais on voit que ces condamnations, elles sont vraiment très timides. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la situation et des LGBTI-phobies sur place. Et tant qu'on ne met pas en place une parole forte qui condamne véritablement ces lois et cette stigmatisation, cette marginalisation des minorités en Hongrie, de l'état de droit, de l'attaque contre les médias et la justice, on fait que laisser prospérer cette rhétorique qui va à l'encontre des droits humains. Ouais. Et on l'a bien vu jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y aura pas une parole forte, en fait, la situation, elle ne fait que s'envenimer et que se dégrader. Et donc, c'est maintenant qu'il faut réagir. Il faut réagir fortement. Il faut actionner toutes les mesures de sanctions qui existent dans le cadre de l'Union européenne, des sanctions politiques, des sanctions financières. On a tout un arsenal à notre disposition, et des sanctions diplomatiques aussi. Mais il faut véritablement sanctionner ces atteintes aux droits humains des personnes LGBTI. Parce que quand on s'attaque aux personnes LGBTI, quand on interdit toute promotion toute intervention au milieu scolaire qui voudrait parler d'éducation à la sexualité, on attaque tous les enfants en réalité de la Hongrie qui n'auront plus accès à une éducation à la sexualité, et donc on augmente les risques de VIH, d'IST, de toute la population, et pas seulement des personnes LGBTI. Donc c'est vraiment, tout le monde devrait se mobiliser pour que on revienne sur ces lois et que la Hongrie, comme la Pologne, revienne dans l'état de droit. Sébastien, pour finir, il nous reste 30 secondes. Amnesty International, c'est aussi une période, la Pride. Dis-nous tout sur, en 15 secondes, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Pride? Oui, Amnesty participe chaque année à toute marche de fierté en France. Donc si vous êtes dans une ville qui organise une marche de fierté, vous avez peut-être vu les drapeaux d'Amnesty. Et cette année, on en fait aussi une Pride en ligne cette semaine pour mettre en avant les cas d'étudiants turcs qui sont poursuivis en justice pour justement avoir voulu participer à une marche de fierté dans leur pays. Donc allez tous sur le site d'Amnesty et allez signer des pétitions pour qu'on puisse obtenir justice pour les personnes LGBTI qui sont injustement persécutées pour ce qu'ils sont, pour les personnes qu'ils aiment. Merci Sébastien Tuller pour tout le travail que tu fournis pour Amnesty International, et merci aussi de faire partie de l'équipe de mon micro, puisque une fois par mois tu interviens avec nous et ce sont des informations précieuses. Éric Brulin, tu peux le confirmer. C'est récurrent. Merci beaucoup à vous de m'inviter. Merci. Éric. Partager l'actualité à l'international. Ouais. Éric, tu découvres. On entend un peu parler, mais merci de faire ce zoom sur certains pays. Oui, c'est hyper important. Valérie. Courons sur le site internet, signer les pétitions sur Amnesty International. Ouais. Merci Sébastien, et à très très vite. Merci d'avoir participé à l'émission. Éric Brulin, Annabelle Guiraud et Valérie Beau, et sans oublier bien sûr nos réalisateurs Nathan Hilero et Amy Aguirre. On a été ravis et heureux d'être avec vous. À très très vite parmi nous. Ciao ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.